Bienvenue à une nouvelle leçon du troisième chapitre du cours pour programmeurs Java intitulé Classe, interface et caractères héréditaires dans Java. Alors tout de suite le menu. Alors on va voir les classes et interfaces ainsi que la différence qu'il y a entre les deux. On va voir les caractères héréditaires. On va voir l'encapsulation. Et puis, le polymorphisme. Alors, tout de suite, avec les classes et interfaces. Alors maintenant, sachez qu'il y a une certaine différence entre classe et interface. Et certains avantages qui poussent, par exemple, à travailler avec des interfaces plutôt que de travailler avec des classes. Pourquoi? Parce que déjà, avec l'interface, on peut avoir recours à l'héritage. Pourquoi? Parce que l'interface, c'est une manière dont les classes vont pouvoir dialoguer avec d'autres classes. Alors, les classes et interfaces. Il est important de comprendre la différence entre classe et interface. Une interface est une définition de comment une classe doit interagir avec le reste du monde. Alors en principe, lorsque vous créez des classes, alors il y en a plusieurs. Si vous voulez avoir une idée ou si vous voulez bien sûr construire un plan de comment ces classes peuvent-elles communiquer avec les autres classes, ben, il faut créer des interfaces. Vous pouvez créer une ou plusieurs interfaces qui allaient permettre à ces classes de communiquer avec les autres classes. Une classe peut être en pratique la réalisation d'une ou plusieurs interfaces, effectivement, puisque on sait que l'interface, c'est des règles qui allaient permettre à la classe de pouvoir dialoguer avec toutes les classes ou le reste du monde. Donc ce qui fait qu'une classe peut être effectivement en pratique la réalisation de plusieurs interfaces. Alors, la déclaration d'une interface Java introduit un nouveau type de référence où les types sont des classes, interfaces, constantes et méthodes abstraites. Et ça, on va le voir tout à fait à la fin de notre cours, puisque nous allons reprendre un exercice qui est pratique. Alors, on va voir la déclaration d'une interface et comment on va pouvoir l'implémenter au niveau d'une autre classe, sinon d'un autre programme. Une variable dont le type est une interface peut avoir comme valeur un objet de n'importe quelle classe qui la réalise. C'est-à-dire qu'au niveau de la déclaration de votre interface, vous pouvez faire appel à n'importe quel type de déclaration et parmi ces déclarations, vous pouvez avoir recours aux classes. Alors, une interface Java se déclare ainsi. Vous avez le modificateur ou les modificateurs. C'est ce qu'on appelle public, privé, tout ce qui est bien sûr sécurité et ainsi de suite. Donc, modificateur, puis interface. On fait appel bien sûr au mot interface et puis le nom de votre interface. Alors, extends, on va voir après, il y a extends et implements. Alors, extends, les interfaces que vous avez, donc plusieurs interfaces de 1 jusqu'à n interfaces, et puis vous allez définir les membres de votre interface. Alors, la définition des membres de votre interface, ça peut être bien sûr des types primitifs, ça peut être des classes, ça peut être des appels, de ce que vous voulez. L'essentiel, c'est que vous pouvez bien sûr créer une interface qui allait être bien sûr l'intermédiaire entre une classe et le reste du monde. Alors, les modificateurs, comme on les a déjà vus au niveau des leçons précédentes, vous trouverez des modificateurs publics, protected, private, abstract, static, and strict FP, et tout ça, on les a bien expliqués au niveau des leçons précédentes. Alors, les modificateurs sont indispensables pour la déclaration, bien sûr, de vos variables, et ainsi maintenant, bien sûr, dans le cas où vous avez besoin de déclarer les événements qui allaient pouvoir permettre aux classes de pouvoir dialoguer avec l'autre partie du monde, automatiquement, il faut absolument que vous insériez public ou protected, private, abstract, static and strict FP. Alors, membre d'une interface. Une interface peut seulement définir comme membre des constantes, les méthodes abstraites, les classes membres,
interface membre. C'est-à-dire qu'au niveau de la déclaration d'une interface, vous pouvez avoir recours aux objets suivants, si vous voulez, aux déclarations suivantes. Vous pouvez déclarer des constantes, vous pouvez déclarer des méthodes abstraites. Lorsque je dis des méthodes, c'est peut-être des méthodes qui dépendent d'autres classes. Et vous pouvez déclarer des classes elles-mêmes, qui vont être des classes membres de l'interface, comme vous pouvez faire appel à d'autres interfaces déjà existantes. Alors, on passera maintenant à un deuxième point qui est le caractère héréditaire. Alors, le caractère héréditaire dans Java, Java n'admet pas de caractère héréditaire multiple entre classes. C'est très important de le savoir. On peut avoir des caractères héréditaires entre interfaces, mais pas entre classes. Mais l'admet entre interfaces. Et ça, on va le voir. Pourquoi? Parce qu'on va prendre un exemple qui est très simple. Alors regardez, je suppose que j'ai par exemple une classe de directeurs et ces directeurs font partie des employés. Alors qu'en principe, les employés ne font pas partie des directeurs. Et ça, on va le voir beaucoup plus loin, un petit peu, lorsqu'on entamera le polymorphisme. Alors, deux types de caractères héréditaires. Vous avez l'extension, extends, et vous avez l'implémentation, implements. Alors, tout ça, ce sont des caractères que vous allez bien sûr implémenter ou faire une extension, bien sûr, d'une interface au niveau de Java. Alors, l'extension, une sous-classe est une extension de ces classes génétrices ou mères, si vous voulez. Tout ce qui est déclaré est hérité par la classe extension. C'est-à-dire que maintenant, si vous avez une classe mère et vous avez une sous-classe qui a été créée au niveau de la classe mère, tout ce qui va être redéclaré au niveau de la classe mère sera automatiquement connu par la sous-classe de la classe mère. Et à ce moment-là, vous pouvez les utiliser et les exploiter. À moins que l'extension ne redéfinisse quelque chose d'identique. Et là, c'est très important, on va le voir tout de suite sur un schéma, c'est-à-dire que au niveau de la classe elle-même, vous pouvez avoir une certaine déclaration. Alors maintenant, automatiquement, au niveau de la sous-classe, vous pouvez avoir une autre déclaration, mais si elle est la même, vous allez écraser la première et on risque d'avoir des problèmes. Et on va vous montrer tout à l'heure qu'on peut avoir une certaine redondance au niveau des déclarations. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait une déclaration, c'est un ensemble de paramètres. Alors maintenant, on peut avoir un paramètre qui n'est pas bon pour pouvoir accepter les deux déclarations. Alors, nous avons par exemple une extension. Nous avons par exemple une classe A où il y a une déclaration d'un i comme integer et A aussi comme integer, comme logique. Alors maintenant, vous pouvez avoir la sous-classe de A. Alors la sous-classe de A va évidemment hériter de la classe mère automatiquement. C'est-à-dire qu'au niveau de la sous-classe A, vous pouvez avoir des déclarations double J par exemple ou int B par exemple, mais automatiquement on va on va hériter quand même des déclarations qui ont été faites au niveau de la classe mère. On va prendre par exemple la sous-classe C. Alors au niveau de la sous-classe C, vous voyez apparaître une même déclaration que la classe mère. On risque d'avoir des problèmes à ce niveau-là, à moins si on change les arguments. Parce qu'on peut avoir une même déclaration int a, mais au niveau des arguments, on les fait changer. Alors automatiquement, Java peut prendre ça en considération. Sinon, on risque d'avoir des problèmes. Alors toujours dans le cadre de l'extension, une interface qui étant une autre, on hérite tous les membres, tout à fait normal. Si on fait une extension d'une interface, ça veut dire qu'on doit hériter de tous les membres de cette interface-là.
Elle peut en redéfinir certains, mais seulement de manière plus restrictive. C'est-à-dire qu'on peut faire appel à une interface qui est déjà existante, qui a été déjà déclarée. On peut faire appel à cette interface. On hérite maintenant de toute la déclaration qui existe au niveau de cette interface-là. Mais non seulement ça, vous avez la possibilité d'ajouter d'autres déclarations au niveau de cette interface-là. Mais ils ne seront valables que pour la nouvelle déclaration que vous avez faite. Alors, l'implémentation cette fois-ci, une classe qui implémente une interface doit fournir une implémentation de tous les membres de l'interface. C'est-à-dire que lorsque vous faites appel à une interface au niveau d'une classe, vous faites appel à tous les membres de cette interface-là. Une classe peut implémenter plusieurs interfaces en même temps, effectivement. Donc, on peut faire appel à plusieurs interfaces au niveau de la même classe. C'est-à-dire que tout dépend des besoins que vous avez. Vous pouvez avoir une classe et faire appel à une interface, une deuxième, une troisième interface pour pouvoir, bien sûr, mener à bien votre programme. Alors, on va voir un exemple. Vous avez une interface I où on a déclaré une constante, si vous voulez, K, qui reçoit 8, et on a déclaré, bien sûr, comme integer, le A, avec, bien sûr, certains arguments. Et vous avez, bien sûr, votre classe C. Alors maintenant, lorsqu'on va implémenter l'interface au niveau de la classe, on retrouve le K est égal à 8, on retrouve le int est égal à A, mais en plus de ça, on peut ajouter d'autres déclarations utiles pour notre programme. Mais toujours est-il, on a fait une implémentation d'une interface au niveau de notre classe. Alors, l'encapsulation. Alors, l'encapsulation dans Java, c'est les détails de réalisation qui peuvent être contrôlés avec les modificateurs d'accès. Alors, les modificateurs d'accès, c'est public, protected, private. Alors, public est un membre d'une classe déclarée publique et visible de quiconque voit la classe. C'est-à-dire que lorsque vous déclarez, par exemple, quelque chose de public, automatiquement, ce qui a été déclaré en public sera visible. Donc, tous les membres d'une classe déclarée publique est visible dans quiconque vers toutes les classes. Les méthodes maintenant des classes, quiconque peut les invoquer. Les constantes, quiconque peut les lire. Et les variables, quiconque peut les écrire. Donc vous voyez, lorsque vous faites une déclaration en public, automatiquement vous avez la possibilité de l'exploiter sur toutes les classes qui sont déclarées publiques. Alors maintenant, si c'est protégé, protected, un membre d'une classe déclarée protected est visible par les instances de la même classe, par les instances de n'importe quelle classe extension, c'est-à-dire c'est une classe qui a été bien sûr extension de la même classe, de la classe mère si vous voulez. Alors private cette fois-ci, un membre d'une classe déclarée private n'est visible que par les instances de cette leçon. C'est-à-dire que, pardon, de la classe, c'est-à-dire que impossible de voir, bien sûr, les membres de la classe déclarée si vous ne faites pas partie, bien sûr, de la classe elle-même. Il n'existe pas visible par, ou il n'est pas visible par les instances de n'importe quelle classe extension. Alors maintenant, là aussi, si vous avez des classes extension, contrairement aux protégés, qu'on pouvait voir, bien sûr, à partir des classes extension, les membres de la classe mère. Alors maintenant, lorsque c'est privé, automatiquement, même les classes, au niveau des classes extension, ils ne peuvent pas, ou les sous-classes, ne peuvent pas voir, bien sûr, les membres de la classe mère. Ni par aucun morceau de code qui voit sa classe. Alors là, vous avez la différence maintenant qu'il y a. Alors pour ceci, nous allons prendre un petit peu le même exemple que j'avais expliqué tout à l'heure. Donc l'exemple où il y a le directeur, qui est le directeur qui peut être un employé, enfin qui est un employé, et les employés qui ne peuvent pas être des directeurs. Alors il existe une règle simple pour savoir si l'héritage est ou non le concept à envisager pour vos données. C'est-à-dire que la relation font que l'objet de la sous-classe est un objet de la superclasse. Alors maintenant, on va le voir d'une autre façon, d'une autre manière. Alors,
On va reprendre employé. Staff est égal à new employé alors, pour ne pas manager ou directeur, si vous voulez, boss est égal à new manager avec bien sûr des attributs ou des arguments. Et on peut écrire, bien sûr, staff qui reste un tableau si vous voulez, reçoit boss. Alors, dans le langage Java, les variables sont polymorphes. Une variable de type employé, par exemple, peut faire référence à un objet de type employé. Alors maintenant, on a un objet de toute sous-classe, de la classe employé, directeur, secrétaire et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on écrit ça de cette manière-là. Alors, le polymorphisme, à présent, qu'est-ce que le polymorphisme? Alors, le polymorphisme est la possibilité de définir plusieurs méthodes avec le même nom, mais avec des arguments de nombre et de types distincts ou avec divers types de résultats. Alors, on l'a déjà expliqué tout à l'heure, c'est que effectivement, au niveau d'un programme que vous allez développer, vous pouvez bien sûr avoir des déclarations qui sont identiques. Mais faudrait-il changer leur argument? C'est-à-dire qu'on peut avoir une déclaration qui dépend d'une même classe ou d'une autre classe par exemple, mais au niveau des arguments, il y a un changement à faire. Et à ce moment-là, on peut les exploiter. Alors, le polymorphisme est pleinement supporté par Java. En réalité, c'est une méthode qui s'identifie par son nom, par son type, par ses arguments. On parle de signature. Alors, autrement dit maintenant, au niveau de Java, si par exemple vous avez un objet qui a été créé, alors, ou deux objets qui ont été créés, qui ont le même nom, le même type et les mêmes arguments, on risque d'avoir des problèmes. Maintenant, on peut avoir deux objets qui ont le même nom, qui ont le même type, mais qui ont des arguments différents. À ce moment-là, Java les accepte sans problème. Alors maintenant, nous avons terminé avec la partie théorique. Nous allons voir un ou deux exercices pratiques qui allaient illustrer un petit peu tout ce qu'on vient de voir. Alors, on va voir maintenant, par exemple, la déclaration, si vous voulez, d'une interface. Alors, on va faire appel à un autre programme. On va laisser ça. Alors, conteneur. Point classe. Alors, nous avons ici une déclaration d'une interface. Nous avons déclaré une interface, par exemple. Cette interface, il y a deux éléments qui ont été déclarés. Donc, c'est comme ça qu'on va bien sûr la déclarer. Alors maintenant, il y a lieu d'ajouter ici, bien sûr, les modificateurs dont on a fait appel, à savoir public, privé, protected et ainsi de suite, pour donner un petit peu un sens à cette interface. Alors, la déclaration de l'interface ou, bien sûr, l'identification de l'interface se fait comme une classe, mais qui peut être bien sûr utilisé au niveau de notre programme. Est-ce qu'on va essayer de voir tout de suite? Voilà. Alors, ici, nous allons faire implémenter une interface qui a été déjà créée. Alors, implements, nous allons créer une nouvelle classe, on va implémenter l'interface qu'on a créée.
Bien sûr, l'interface qui a été créée doit être compilée pour donner objet à un fichier .class qu'on peut bien sûr exécuter et qu'on peut bien sûr récupérer. Alors, on va implémenter l'interface. Alors, les éléments qu'on va voir ici, ce sont les éléments qui étaient déclarés au niveau de la première interface. Et bien sûr, on a la possibilité de recréer d'autres objets dont on aura besoin. Donc, du fait, on a implémenté notre interface et on a ajouté d'autres déclarations utiles pour notre programme. Alors, on va essayer de reprendre un petit peu les mêmes exercices que le chapitre précédent. Alors, on retrouve un autre fichier. Alors, c'est le même fichier qui a été, bien sûr, utilisé lors des leçons précédentes. C'est un fichier où on a déclaré une classe qu'on a appelée rapport. Alors, cette classe, bien sûr, c'est là où on a déclaré, par exemple, un numéro de stagiaire, un nom, la note, une note de révision. Alors, cette fois-ci, la différence qu'il y a, c'est qu'on a créé maintenant des objets et des objets paramétrables. C'est-à-dire qu'au niveau d'une nouvelle classe qu'on va créer, on va donner, bien sûr, des arguments à des méthodes, à la méthode de classe qu'on vient de créer, et automatiquement, il va l'imputer à ce programme-là. Alors, rapport string n, si on veut utiliser qu'un seul paramètre ou un seul argument. Rapport string n, string info, si par exemple, au niveau de la classe, la nouvelle classe, on utilise par exemple le nom rapport avec des informations à ce niveau et des informations à ce niveau-là, automatiquement il va les imputer, bien sûr, aux variables correspondantes. Et au niveau d'une impression écran ou d'une sortie sur écran, vous allez voir apparaître les informations que vous avez saisies au niveau du nouveau programme. Alors, nous avons créé des public void pour pouvoir saisir les noms, les notes, et puis nous attendons en retour, bien sûr, des résultats. Alors maintenant, cette classe va être utilisée ou a été appelée par une autre classe qu'on a appelée rubrique ou un programme qu'on a appelé rubrique. Alors comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que cette classe ne peut pas être exécutée de toutes les façons. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de méthode main qui est implémentée au niveau de votre programme. Si on avait cette méthode main, automatiquement, on pouvait bien sûr exécuter ce programme. Mais puisqu'on n'a pas cette méthode main, on ne peut pas l'exécuter. Mais on peut le compiler. Donc, on a compilé le programme. Le fait de compiler le programme nous a donné un fichier qui s'appelle rapport.class. Et ce fichier, puisqu'on est complètement orienté objet, il a été exploité au niveau du nouveau programme qu'on va voir tout de suite. Alors, on va le voir. Alors, classe principale du programme rubrique. Classe rubrique, on appelle une méthode main, donc ça veut dire que ce programme sera exécutable. Et on va sortir sur écran le mot ETIA, par exemple. Et on va créer un objet S, d'accord, qui dépend de la classe rapport qu'on vient de créer. Sauf que maintenant, on va le créer avec des arguments. C'est-à-dire que rapport, mais avec deux arguments. Donc, Yasmine Zniber qui va être imputé au niveau du nom. Et bien sûr, très bien 10 sur 10 qui va être imputé au niveau de la note. Et puis tout à fait à la fin, on doit imprimer ça sur écran. Mais rappelez-vous, on avait parlé lors de la leçon précédente du try and catch. Dans le cas où au niveau de l'impression sur écran, par exemple, vous avez un problème, automatiquement, il y aura une exception qui allait être générée et il y aura un code qui allait bien sûr capturer cette exception-là. Donc le try system.out.println, s'il y a un problème ici, automatiquement l'exception va être déclarée et elle va être capturée. Et automatiquement, si on capture l'exception, c'est-à-dire qu'il y a un problème, on va recevoir un message d'erreur, rapport non valide. Et dans ce cas-là, on ne va ni planter le programme, ni faire planter la machine. Alors, on se rappelle un petit peu des conditions, ainsi des boucles qu'on a vues lors des leçons précédentes. Alors, public static void exécution par exemple, un petit programme d'exécution, avec comme argument test qui reste une chaîne de caractères, un char. Alors, switch test, si par exemple cette variable test est égale à grand A ou petit a, nous allons saisir un ensemble d'instructions ici. Et break pour faire fin à cet ensemble d'instructions. Alors maintenant, si par exemple c'est C,
c'est peut-être aussi un ensemble d'autres instructions. Lorsque je dis un ensemble d'instructions, ça peut être une seule instruction ou plusieurs instructions. Alors maintenant, si la variable test ne prend aucune valeur des valeurs qu'il y a au niveau du case là, bah à ce moment-là, on écrit default et il y a un ensemble d'instructions, sinon un message qui allait sortir. Alors, on va compiler ce programme-là. Alors, process completed, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur au niveau de la compilation. Et puis, on va exécuter ce programme. Et vous allez voir apparaître, bien sûr, l'affichage de ETIA, le nom Yasmin Niber ainsi que très bien 10 sur 10. Alors, rappelez-vous qu'au niveau de la classe précédente, on n'avait pas écrit ni Yasmin Niber, ni très bien 10 sur 10. Alors, automatiquement, lorsque on l'a imputé au niveau de la nouvelle classe, on l'a inséré au niveau de l'ancienne et vous avez le résultat que vous voyez actuellement. Alors, ceci dit, notre programme ou notre leçon prend fin. Alors, si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez toujours vous connecter au site de Netuno en cliquant sur le lien Mednetio.